Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver sur School TV Le Mag. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans Mission Orientation, on part à la découverte d'un métier bien particulier. C'est parti pour le sommaire. Ils savent enchanter les grands comme les petits, peu importe la visite. Gros plan aujourd'hui sur les guides conférenciers, ou les guides conférencières bien évidemment. Mathilde Vessels sort sa loupe. Dans un instant, comment peut-on devenir guide conférencier ou conférencière? Quelles études faut-il faire? Y a-t-il une voie royale? Est-ce que les places sont chères pour exercer ce métier passion? On se pose bien évidemment toutes ces questions. Dans un instant, et puis pas d'âge pour devenir guide. Les enfants conférenciers ont la cote. On en a déjà parlé effectivement ici dans la School TV Le Mag. L'expérience commencée en 2012 connaît un franc succès en France. 10 ans plus tard, c'est un véritable carton. On en parlera également avec Mathilde. Invitée aujourd'hui sur ce plateau, Margherita Cavenago. Bonjour. Bonjour. J'ai bien prononcé? Oui, très bien. À l'italienne? Oui, Margherita. Margherita. Voilà. Il faut que je travaille mon accent, je sais, mais j'essaie de progresser au quotidien, Mathilde. Moi, j'ai fait italien LV3, alors... Crâneuse. Ouais, je me la raconte un peu. Vous m'aviez pas prévenu juste avant l'émission? Bah oui, mais c'est une petite surprise comme ça. C'est une petite surprise, voilà, je me sens trahi. C'est parti pour la loupe. LV3, je m'en remets pas. Allez, parlez-nous du métier de guide conférencier. Conférencière, ça consiste en quoi, Mathilde? Alors, le guide conférencier, effectivement, est celui qui assure des visites comme des conférences ou des animations pédagogiques dans un espace ouvert ou fermé, comme par exemple les musées. Il s'agit d'un médiateur culturel, donc, qui conduit des visites, des conférences dans les territoires français et les lieux patrimoniaux. Le but d'un guide conférencier est, entre autres, de valoriser le patrimoine. C'est un métier qui nécessite certaines connaissances et surtout certaines qualités. Ah oui, effectivement, de grandes connaissances même du territoire, de l'histoire politique, sociale, culturelle et artistique. Ce sont de vrais médiateurs, je le disais il y a un instant, de la culture. Un guide conférencier doit également avoir plusieurs qualités indispensables pour exercer son métier, comme avoir de bonnes qualités relationnelles et le sens de la pédagogie, c'est même indispensable. Il doit être disponible et surtout avoir une capacité d'adaptation concernant les attentes des visiteurs. Il doit être capable notamment de répondre un peu à toutes les questions sur la visite qu'il est en train d'effectuer. Sous quelle forme il exerce son métier? Alors, le guide conférencier vit au rythme des saisons touristiques, notamment. Il doit se rendre disponible, flexible. Il doit aussi savoir s'adapter aux nouvelles attentes et demandes du public. Il peut être indépendant, mais aussi salarié dans différentes structures. Ils sont aussi multi-employeurs et cumulent malheureusement les contrats courts. Et la crise du Covid a évidemment rendu leur métier encore plus précaire. La plupart des clients en France et à Paris des guides conférenciers sont américains. On en parlera dans un instant. Et avec la crise du Covid, ils ont déserté notre pays et peinent à revenir. Ils reviennent timidement, on va dire, en France. Quelles études, Mathilde, pour être guide conférencier? Alors, après le bac, il faut compter 3 ans pour préparer la licence professionnelle guide conférencier, 2 ans de plus pour préparer un master tourisme langue, histoire de l'art, avec validation obligatoire des compétences. Et le Graal, c'est la carte, comme les journalistes? Et oui, tout à fait. En application de l'arrêté du 9 novembre 2011, la carte professionnelle donc, est délivrée aux titulaires de la licence professionnelle de guide conférencier, aux titulaires d'un diplôme conférant le grade de master qui auront validé au cours de leur formation les unités d'enseignement entre guillemets compétences des guides conférenciers, mise en situation et pratique professionnelle, et puis langue vivante autre que le français, et puis aussi aux titulaires d'un diplôme conférant le grade de master justifiant au minimum d'une expérience professionnelle d'1 an cumulée au cours des 5 dernières années dans la médiation orale des patrimoines en référence en compétences définies. Margherita qui est venue aujourd'hui avec sa carte, hein. Attention. Oui. Voilà. Et voilà, vous l'avez là, effectivement. Montre pas le petit numéro, il est secret. Secret. En moyenne, combien gagne un guide conférencier? Alors, les revenus, c'est vrai, ne sont pas forcément réguliers, car le guide conférencier est souvent rémunéré à la journée. Il peut gagner entre 150 et 200 euros bruts par jour. Un guide interprète, travailleur indépendant, peut percevoir entre 260 et 280 euros bruts par jour. Merci Mathilde, c'est parti pour l'expression orale. L'expression orale, je vous le disais, avec Margherita Cavenago, qui est guide conférencière, un guide conférencier en action, en plein air. Ça donne ça. Savez-vous que l'ordonnance de la préfecture de police de Paris du 7 novembre 1800 interdisant aux femmes le port du pantalon a été abrogée il y a seulement quelques années? George Sand est une des rares femmes illustres, à l'exception bien sûr des reines, des saintes et des déesses, à bénéficier d'une statue à Paris.
Le sculpteur François Sicard la représente vêtue d'une robe très féminine qui contraste avec l'image anticonformiste et scandaleuse que l'écrivaine donnait en s'habillant en homme et en fumant le cigare. Le pantalon était interdit aux femmes à cette époque, sauf en période de carnaval ou pour des raisons médicales. La peintre animalière Rosa Bonheur, dont l'œuvre est actuellement exposée au musée d'Orsay, pour porter un pantalon et pouvoir ainsi arpenter confortablement les forêts et les foires aux bestiaux, devait renouveler régulièrement une permission de travestissement auprès des autorités. Oh, que c'est bien raconté, effectivement, ces vidéos. Guide conférencière, c'est un métier passion. Ouais. Vous êtes tombée dedans quand, Margherita? Je fais des études d'histoire de l'art. Donc l'art, l'histoire m'ont toujours passionnée. Mais déjà en Italie, vous aviez... Déjà en Italie, j'ai une carte, j'avais ma carte. Vous collectionnez les cartes. J'ai ma carte italienne, française, américaine. Et théoriquement, j'aurais pu demander un équivalent à la préfecture. Mais j'ai décidé de suivre une formation parce que ça faisait un moment que je n'avais plus exercé et parce que je voulais aussi voir comment ça se passait en France. Mais alors, c'est la passion de l'histoire, de la culture ou c'est avant tout de transmettre des gens? Oui, des gens. C'est ça. Je pense des gens. Oui, vraiment, c'est la communication. D'abord, c'est vraiment l'être humain et connaître et avoir un quotidien un peu différent chaque jour. C'est... Et des visites aussi différentes. J'imagine que chaque visite est différente. C'est quoi? C'est la manière de le raconter. Et les publics que l'on accueille aussi, il faut à chaque fois s'adapter? Oui, exactement. Donc, parfois, on nous dit, mais tu n'en as pas marre de faire le Louvre 3 fois par jour. Alors, 3 fois par jour, effectivement, c'est un peu beaucoup, surtout dans certains contextes où il y a beaucoup de monde. Donc, c'est bruyant, c'est compliqué. Donc, on n'est pas forcément à l'aise à cause de l'environnement. Mais sinon, après, la relation avec le public permet d'échanger la visite à chaque fois. Vous êtes spécialiste, Margherita, dans une période où peut-être un art particulier, je ne sais pas, art contemporain ou... Alors, c'est difficile. Oui, je pense qu'effectivement, je suis passionnée de la Renaissance parce que c'est quelque chose qui vraiment fait partie de ma formation. Oui, pour une Italienne. Oui, mais c'est vrai que je suis un peu le cliché parce que italienne qui habite Paris, quartier latin, voilà, spécialiste de la Renaissance. Donc, voilà, on est dans le va jusqu'au bout. Non, mais j'aime beaucoup l'art contemporain aussi. Après, il faut être polyvalent. Et quand on est passionné, je pense qu'on est passionné. Et après, ça dépend de la visite aussi et du public. On peut adapter le contenu, la période, le lieu, selon... Mais alors, dans le guide conférencière, il y a guide. On guide le regard, on guide l'esprit. Comment ça se passe? Je pense les deux, parce que guider, c'est indiquer la voie. Donc, c'est la voie, le parcours qu'il faut préparer, il faut étudier. Mais après, aussi la découverte. Donc, je pense que... Mais il y a aussi tout un aspect un peu matériel, technique, au-delà des connaissances. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'effectivement, il faut imaginer un parcours qui soit adapté, qui ne soit pas trop fatigant, avec des arrêts selon le public, pour les enfants qui puissent permettre aussi de bouger un peu, parce que justement, on essaye de passionner aussi les petits. Bien sûr. Oui. Mathilde. Combien de temps dure en moyenne une visite, et est-ce que cela dépend du public? On en parlait évidemment il y a un instant, j'imagine que c'est primordial. Sans doute, ça dépend du public. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, pour les enfants, c'est plus court? Là, avec certains collègues, on commence à imaginer des visites pour les tout petits. Mais quand je dis tout petit, c'est même 4 ans. Alors, ça ne peut pas durer plus que 45 minutes. Mais déjà, c'est long, 45 minutes. Hein. Oui. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment préparer la visite avec des activités, idéalement le toucher ou l'essence, l'odorat, par exemple, la musique, parce que ça parle beaucoup. Et après, pas de dispersion au niveau de contenu, focalisé, parce que leur attention est limitée, mais est très puissante. Donc, on adapte. Après, en grandissant, ça peut être 1h15, 1h30. Et avec les adultes, effectivement, ça peut être plus. Après, ça dépend aussi. Si on reste ensemble toute une journée, on aura des moments beaucoup plus légers et d'autres où vraiment on concentre les informations et les contenus. Donc justement, il y a le parcours et il y a aussi, vous venez de le dire, le contenu. Ça, comment vous le travaillez? Comment vous décidez de le distiller tout en restant, encore une fois, ludique?
Parce que c'est vrai que moi, au bout de 10 minutes, on peut me perdre assez rapidement. Et la concentration après baisse. La concentration, c'est pas mon truc. Oui, mais pour ça, il faut aussi surveiller. Et donc, idéalement, je vous le dis, dans l'idéal, essayer de rappeler les gens à l'attention. Même quand on a un groupe C'est-à-dire nombreux. qu'en leur posant des questions. Par exemple, oui, ou sinon on fait les une petite participer, blague. En fait. La visite idéale, c'est un échange. Et parfois, il y a des questions auxquelles on ne sait pas répondre, forcément. Donc, on peut imaginer une réponse logique parce qu'on a des compétences des bases, mais après, on peut aussi avouer qu'on n'a pas forcément cette réponse parce qu'on n'est pas des Wikipédia sur pattes. Vous me dites, Margareta, qu'un guide peut mentir? Il va pas s'en remettre. Non, un peu raconter la vérité. Allez. Ok, d'accord. On peut broder, quoi. On peut broder. Voilà, mais on compris. peut dire, je pense que sur la base de... J'ai compris. Non, je comprends, il n'y a pas de souci. Quelles sont vos passions et surtout, qu'est-ce qui vous a amené, au final, avec un peu de recul, à faire ce métier, au-delà du fait de vouloir partager justement ces émotions et rencontrer toutes ces personnes? J'aime un peu le défi des visites. Je pense que c'est un peu comme un spectacle de théâtre. Oui. Donc on se prépare, mais après à chaque fois, il y a un aspect impondérable qu'on ne peut pas vraiment prévoir parce que il y a toujours quelque chose qui échappe au contrôle, même quand on est préparé en profondeur, mais et ça c'est un peu excitant. C'est stressant, mais excitant à la fois et rend le métier passionnant. Qu'est-ce qui fait qu'on a un bon guide ou une bonne guide conférencière? On en parlait en préparant l'émission avec Mathilde. Justement, on ne peut pas être spécialiste en tout. Vous, on a compris, c'est avant tout la Renaissance, mais pas seulement. Mais pas que, oui. Ouais. Mais c'est surtout l'attention vers le public. D'accord. Parce qu'il faut avoir beaucoup de connaissances, mais après, il faut sélectionner les informations et donc les adapter. Donc, je pense qu'une fois, il y a un enseignant qui avait dit qu'on est comme des icebergs. Donc, pendant la visite, on voit que la pointe. Donc, tout le reste, ça fait partie de notre formation, du moment de la documentation, de la construction de la visite parcours, voilà, les arrêts, le repérage. Mais après, ce qu'on voit, c'est vraiment la petite pointe qui permet d'intéresser le public. Parce qu'il faut savoir renoncer à des choses. Vous avez parlé du musée du Louvre tout à l'heure en début d'émission. Quel autre musée vous faites à Paris ou peut-être même en France? Est-ce que vous allez dans plusieurs territoires français? Plusieurs territoires français, pas vraiment. Même si je ne suis pas parisienne, je suis parisienne d'adoption. Quartier latin. Oui, voilà. On sort pas, on s'éloigne pas trop du quartier latin. Mais si, alors comme musée, j'aime beaucoup le musée Rodin. Oui. Parce que justement, c'est l'hôtel particulier, l'hôtel de Biron, mais aussi le jardin, par exemple. Donc, un musée de sculpture qui a une partie en plein air, c'est charmant, c'est passionnant. Même quand il ne fait pas beau, il y a une atmosphère magique. J'aime le contemporain, comme je vous l'ai dit, par exemple, et depuis très peu, on bénéficie de la bourse de commerce. D'accord, oui. Oui, la collection Pinault, et c'est un espace sublime qui a été vraiment métamorphosé par l'architecte Adarando, qui permet de profiter de cet endroit et des différentes galeries et j'adore. Donc non seulement ça m'intéresse parce que c'est notre vie, le contemporain, c'est maintenant. Margareta, vous l'avez dit, vous êtes parisienne d'adoption. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a de plus en plus de Parisiens qui souhaitent découvrir ou redécouvrir leur ville en ce moment? Oui. Ouais. Notamment après la crise, la Covid. Ouais. Non seulement les touristes, mais même les Parisiens qui ou ne prennent jamais le temps de... les Français, bien sûr. Oui, en général, qui ont vraiment envie d'être dehors, pas forcément dehors en plein air, mais déjà sortir de la maison, donc ne plus être confiné et profiter pour découvrir le patrimoine, les patrimoines. Comment on se réinvente visite après visite? Parce que c'est vrai que parfois on peut peut-être avoir le sentiment de faire la même chose. Comment on fait? Déjà, on change de parcours, on change de ton, on teste d'autres choses, on échange avec ses collègues? Oui, alors ça c'est important. Alors, le métier de guide conférencier est très, très isolé, un peu enfermé sur lui-même, mais de plus en plus on essaye de créer des réseaux.
de faire naître des collectifs et d'être solidaires. Ça peut se faire à deux, une visite par exemple, ou en général Oui, de plus en plus. Il y a des visites théâtralisées notamment. Ou par exemple, il y a même des interventions en surprise d'un autre participant. Ou sinon, effectivement, des visites à deux parce qu'on se partage en public. Parfois, si on a un groupe nombreux, on a adultes et enfants, on se sépare. Donc on essaye d'avancer à côté, mais chacun fait sa visite. Parce que même si l'endroit est le même, forcément la médiation n'est pas la même pour un papa, une maman et un petit... Qu'est-ce que recouvre justement, on l'a répété, et tu l'as dit toi Mathilde au début de l'émission, ce terme de médiation pour vous? De médiateur, c'est vrai? Oui, c'est faire la transition entre ce qu'on voit, donc les patrimoines en gros, mais aussi tout ce qu'il y a derrière, les contenus, et le public qu'on a en face. Donc simplifier d'une certaine manière, ou trouver la blague, le jeu, parce qu'il y a aussi les parcours ludiques qui sont basés sur des quiz, des jeux, les escape games qui sont très à la mode et qui sont appliqués à la culture. Justement, vous avez le sentiment que votre métier, il est tendance, il est à la mode en ce moment? J'ai parfois eu l'impression, il y a quelques années de ça, que guide, ça n'avait pas forcément la cote. Un peu vieillot. Ouais. Aujourd'hui, pas du tout. Ça dépend des cas. Je pense que... Ça dépend des guides. Le guide, oui. Je ne veux pas être arrogante parce qu'on ne sait pas si finalement je suis bonne guide ou pas, mais j'ai au moins l'ambition de faire quelque chose d'un peu plus jeune et dynamique de ce qui se faisait autrefois. Donc il y en a qui sont effectivement toujours un peu traditionnels. Oui, c'est un peu poussiéreux. Enfin, il y a certains guides, on a l'impression qu'ils ne sortent pas du musée. Ils n'ont pas bougé, quoi. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Déjà, il y a guide et conférencier. Alors quand on pense à conférencier, on pense vraiment à la salle du musée, à l'amphithéâtre dans lequel on parle, on montre des images, mais en gros, on ne bouge pas. Maintenant, je pense qu'on insiste plus sur le côté guide. Et même plus. Est-ce que l'approche du métier, c'est le même quand on est en Italie ou on est en France? C'est peut-être le même, par contre, au niveau de la formation, mais c'était il y a un moment, c'était il y a une vingtaine d'années, quand j'avais eu ma carte. Il y a 5 ans. Oui, c'est ça. Il y a 5 ans. C'est ça, une éternité. C'est pas longtemps. Quand j'ai eu ma carte en Italie, l'examen était beaucoup basé sur les connaissances, vraiment sur les notions. D'accord. Mais vraiment, c'était une autre époque. J'espère qu'aujourd'hui, ils ont évolué. Parce que par contre, en France, tu peux avoir toutes les connaissances du monde, mais ne pas bien retranscrire. Et, du coup, le côté pédagogique, il y en a qui l'ont pas. Une visite pourrie. On peut le dire. Ennuyante. Ouais. Ennuyante. Ouais. Quelle est votre visite favorite? Est-ce que vous avez des coups de cœur, notamment à Paris? Alors, le musée Rodin, on a entendu? Oui, le musée Rodin, le quartier latin, bien évidemment. Pas compris ça. Oui, mais il y a tellement de choses dans le quartier latin. Quoi, par exemple, alors? On a toute la part Lutèce, donc le Paris gallo-romain. Le Luxembourg, on dit Luxembourg, mais bon, c'était quand même le palais de Marie de Médicis. Donc on revient à l'Italie, le Panthéon, après les marchés, la rue Mouffetard. Moi, j'ai vécu rue Mouffetard quand même, donc je connais bien. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, c'est trop touristique à mon goût, mais... c'est vrai. Mais il y a bien eu raison. Bien sûr. Après, c'est... C'est-à-dire qu'avec votre métier, on apprend aux gens à prendre leur temps, à contempler, à s'arrêter, à se poser dans une vie qui très souvent est trépidante, c'est ça? Oui, ça c'est important. Quand on fait une visite, parfois, on doit se taire. Pour moi, c'est compliqué, mais... Moi aussi. Je vais me taire. Moi, j'ai une question. Pendant 20 secondes.
Non, j'ai une question, c'est comment ça se passe? Vous avez votre carte professionnelle, vous arrivez dans les musées, vous montrez votre carte, j'ai envie de faire telle visite. Comment est-ce que vous êtes démarché peut-être par les musées ou comment ça se passe pour travailler en fait? Ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire ouais. Non, c'est nous qu'on doit démarcher notre clientèle. Donc vous allez dans les musées, par exemple au dans Louvre, mon cas, parce que je suis freelance, je suis indépendante. Ouais. Donc, je dois me faire connaître pour recevoir des demandes et donc programmer une visite ou ouvrir des créneaux et faire en sorte que mes clients habituels réservent telle visite. Donc, ce n'est pas facile. Il y a tout un minimum de bagages de marketing et de communication qu'il faut faire. Parce que moi, je ne travaille pas pour le musée. Je réserve juste un créneau, groupe, donc un droit de parole, droit de réservation, qui me permet de pouvoir guider un public dans le musée. D'accord. Donc, mais ce n'est pas le musée qui fait appel à moi. Dans mon cas, il y a des guides vacataires qui travaillent dans des musées. Donc, il y a des gens qui sont employés par le musée. Oui. Est-ce que le parcours il sera forcément différent en intérieur dans un musée? Est-ce qu'il y a moins de possibilités au final dans le musée plutôt qu'à l'extérieur? On peut parler moins fort, on peut tenter moins de choses ou finalement non? Oui, c'est moins peut-être moins fatigant, ou en tout cas l'hiver, c'est plus agréable. On peut prendre notre temps, on n'a pas les contraintes liées par exemple à la météo ou au bruit de la ville. Mais après, on peut aussi organiser une espèce de chasse au trésor ou un escape game dans un musée, en expliquant qu'il faut bien respecter certaines règles qu'à l'extérieur. Il est chaud sur l'escape game. Non, mais moi, l'escape game, faut pas me lancer. Moi. Ouais, moi, alors là, faut pas me lancer. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont impressionnés par l'institution au musée ou c'est rentré dans les mœurs aujourd'hui? Pas vraiment? Pas vraiment. Surtout les jeunes, ils ont un petit peu perdu, je crois. Oui, c'est cette vision un peu institutionnelle du musée. Oui, je pense. Heureusement, on a accès plus facilement à la culture, au moins à Paris ou en Occident. Donc, je pense que c'est pas si mal que ça, du moment qu'on respecte les patrimoines. Au contraire, ça nous rapproche. Donc, On parle des plus jeunes, on parle de la relève. Tout de suite, l'info en plus. L'info en plus de Mathilde avec cette fois-ci cette initiative des enfants conférenciers du côté de Versailles. Oui, tout à fait. C'est un concept qui a été mis en place, peut-être que vous le connaissez. C'était en 2012 par Christophe Blanc, que nous avions d'ailleurs reçu sur notre plateau. C'était en mars dernier. Et au départ de ce projet, un partenariat avec le Musée des Arts et Métiers à Paris. Le principe, il est simple. Ce sont des enfants et non des adultes qui sont les guides d'autres élèves ou d'autres étudiants. C'est-à-dire? Eh bien, vous avez les élèves d'une classe A, par exemple, qui viennent étudier en amont plusieurs objets du musée. En général, c'est une dizaine d'objets déjà présélectionnés. Ils reviennent ensuite 2 mois plus tard, le temps de préparer évidemment la visite. Et habituellement, en position d'écoute, les élèves sont acteurs cette fois de la visite et guident d'autres élèves qui n'ont pas forcément leur âge et de tout niveau scolaire. C'est ça, justement, qui est intéressant, c'est la transmission d'élève à élève. Par petits groupes, les élèves se mettent dans la peau donc de conférenciers, de guides pour faire découvrir donc des œuvres. L'intérêt, c'est que ce soit les élèves, donc je le disais, qui transmettent. Les professeurs, eux, ils accompagnent évidemment les classes, mais ils restent en observateurs et ils n'interviennent pas du tout. Ça fait peut-être des vacances à certains élèves. Une heure. Et parmi les musées et lieux de patrimoine qui ouvrent leurs portes à l'initiative donc de ces enfants conférenciers, on retrouve évidemment le magnifique, l'incroyable château de Versailles. Magnifique, effectivement. Ouais. Je vais y aller avec mes enfants, j'aurai la paix. Margarita, est-ce que vous allez vous-même encore à des visites avec d'autres guides conférenciers? Oui, pour se former, c'est essentiel. Parfois, c'est bien parce qu'on voit les défauts. C'est plus facile de voir les défauts dans les autres que nous-mêmes. Parce que nous, on est dans l'action, donc on oublie certains. On a des réflexes qui ne sont pas forcément les bons. Mais là, ça, c'est une initiative que je ne connaissais pas et qui serait formidable pour les guides. Surtout des guides qui s'adressent aux enfants, par exemple. Donc, voir pour eux ce qui compte, ce qu'ils vont mettre en valeur. C'est un autre regard en plus. Oui, complètement. Donc,
Quel conseil vous donneriez justement pour devenir un bon guide conférencier, une bonne guide conférencière? Déjà, à la base, suivre une bonne formation. Je pense que ce n'est pas accessoire. Je vous dis, moi, j'aurais pu faire au moins présenter un dossier à la préfecture et demander la carte. Ouais. Après, peut-être que je ne l'aurais pas vu, ou seulement en italien parce que c'est ma langue maternelle. Ouais. Mais donc, je pense que parce que justement, la formation n'insiste pas seulement sur les connaissances, mais nous donne les outils pour apprendre et pour savoir transmettre. Est-ce qu'on anime d'une manière différente quand on parle en italien, en français ou en anglais? Sans doute. Ouais. Au niveau de contenu, mais aussi au niveau de style. Ouais. Parce que déjà, je ne peux pas me permettre certaines blagues. Pourquoi? D'aller. Tentez, allez-y, on commence tout de suite, allons-y. Attention, Mathilde et moi, on est très bon public. Hein. Non, mais j'imagine, mais vous imaginez qu'avec avec mes compatriotes, c'est tout de suite une complicité que parfois on n'a pas avec les autres. Mais ça peut être aussi l'inverse, parce que... Pourquoi pas, Mathilde? Non, moi j'ai une question avec les clients américains à Paris. Comment ça se passe? Non, parce qu'on a... Ils n'ont pas la bonne image de l'être cultivé, etc. Donc comment ça se passe quand on fait visiter, par exemple, le Louvre aux Américains? Oui, parfois l'approche, justement, c'est un peu comme celle avec, je ne dis pas les enfants, mais les jeunes. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas, les mêmes références. On n'a pas les mêmes références. Donc, mais après, ça peut valoir aussi pour, je pense, d'autres nationalités ou selon la culture de chacun. Mais effectivement, il faut préciser un peu tout. Et par exemple, leur faire comprendre qu'une copie romaine d'une sculpture grecque, elle a quand même 2000 ans. Parce que quand on commence à dire, il s'agit parce que la plupart des sculptures au Louvre, c'est des copies romaines des originaux grecs. Il n'y en a pas beaucoup d'originaux. La Vénus de Milo, Victor de Samothrace, c'est même les raisons pour lesquelles sont si connus. Mais alors les autres, c'est des copies. Mais quand on parle des copies pour un Américain, il pense, oui, bien sûr, c'est celle qu'on vend au bookshop en bas. Oui. Non, je dis, il faut bien préciser. Alors que je pense que pour nous, c'est acquis. C'est... Je pense qu'on doit parfois bien rire. Oui. Merci Margherita. Merci Margherita d'être venue nous voir pour nous parler de votre fabuleux métier qui est d'être guide conférencière. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Margherita. Merci ma chère Mathilde. On se retrouve très bientôt. Pourquoi pas au Louvre? Avec plaisir. On va demander à la chaîne. Allez. Vous m'avez convaincu. Escape Game. À très vite pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Ciao.